bienvenue sur l'œil d'Abras Média. Vous suivez cette émission spéciale aujourd'hui et nous recevons une personne particulière pour cette émission spéciale. La chance, la bénédiction, l'opportunisme sont des facteurs qui nous suivent dans la vie et nous ouvrent souvent des portes. L'histoire de celui que nous recevons aujourd'hui est tout à fait atypique. C'est-à-dire que dans la vie, le hasard cohabite souvent avec le réalisme. Parti accompagner un ami à l'aéroport, notre invité se retrouve en Europe. Après quelques périodes passées dans l'Hexagone, M. Cissé Lamine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est avec nous aujourd'hui pour nous édifier sur son parcours et donner son expérience à cette jeunesse-là qui en a tant besoin. Monsieur Cissé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, c'est vraiment un plaisir pour toute l'équipe de l'œil d'Abras de vous recevoir cet après-midi pour parler de votre parcours. Alors, dites-nous, Monsieur Cissé, vous personnellement, c'est quoi la chance? La chance pour moi, je pense que déjà il faut se donner il faut mettre toutes les chances de son côté. D'accord. Avoir la bénédiction des parents parce que aussi ça ne tombe pas du ciel. Et aussi bon, après je pense que dès qu'on a la bénédiction des parents, Dieu essaie de mettre ses grains de ciel pour pouvoir vous projeter de l'avant. Est-ce que la chance existe? Pour moi, ça existe, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vous-même déjà. Parce que la chance, elle peut venir, mais il faudrait que vous aussi vous faites l'effort, voilà, d'être optimiste, croire à cette chance-là, parce que vous pouvez avoir la chance de dormir, ne rien faire, voilà. Mais en forgeant, on devient forgeron, ça c'est sûr. En forgeron, on devient forgeron. Alors, Monsieur Cissé, alors, comme vous le dites, hein, la chance, c'est vrai, elle ne peut pas être là toute seule. Hein, il faut du sien, il faut mettre de la baraka dans tout ce qu'on fait pour pouvoir évoluer dans la vie. Alors, je rappelle aux internautes qui nous suivent un peu de partout à travers le monde entier, nous sommes à cette édition spéciale et nous recevons une personne spéciale. Il s'agit bien de Monsieur Cissé Lamine, avec qui nous échangeons, nous conversons sur son parcours atypique, il faut le dire, qui va vous édifier, et vous le verrez tout à l'heure, au sortir de cette émission, vous saurez de quoi nous parlons. Alors, Monsieur Cissé, aujourd'hui, vous exercez dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine vous exercez déjà? Là, je suis dans du nettoyage industriel, je suis dans la construction, et puis aussi on fait des dépannages en communication avec Orange Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis bon, voilà. Donc je pense que je suis sur 3 volets, voilà, pour l'instant. Mais bon, au fur et à mesure, j'essaie de créer encore dans la... Voilà. C'est cela. Plusieurs cordes à son arc. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Cissé, vous avez pratiqué un peu le football, à oui. l'image de beaucoup de sportifs ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui regorge beaucoup de talents, beaucoup d'entraîneurs. Vous avez eu un parcours footballistique, même si ça n'a pas fait long feu. Vous avez quand même tutoyé le football. Alors, vous avez été avec un coach Ben, qui est le fils d'Adjamé. Ah, bien sûr. Et je rappelle aussi que vous êtes un enfant d'Adjamé. Bien sûr. Je suis un enfant d'Adjamé, ça ne se discute même pas. Voilà. Et effectivement, j'ai joué au football. J'étais avec le coach Ben, qui est mon grand frère, en même temps. Mais ce qui était bizarre, c'est que lui, il était entraîneur du Stella, moi j'étais au Rail, on dormait dans la même maison. Voilà. Je ne jouais pas dans son équipe. Et c'est lui qui a arrêté ma carrière en plus. Waouh. Ouais, parce qu'il a un de ces éléments qui m'a fracturé le pied. Mais je pense que quelque part, on ne prend pas ça en mal. Il y a toujours quelque chose, malheur, bon. Si j'étais footballeur, peut-être que je n'allais pas être là aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Je pense que quelque part, le petit, je peux lui dire merci. Ouais, voilà.
Ok. Alors, Monsieur Cissé, vous, c'est vrai que vous avez tutoyé le football et puis vous avez eu cet incident-là où il y a l'un des éléments de coach Ben qui vous a fracturé le pied, mais ça a été un bonheur pour vous. Alors, vous êtes avant même de rentrer dans ce studio, dans les coulisses, déjà, vous parliez de votre aventure en Europe. C'est tellement étonnant. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé en Europe, surtout à Paris? Comment s'est déroulé ce parcours-là? Bon, ce parcours, j'étais chez moi, j'étais dans une petite galère parce que je travaillais en zone industrielle de Yopougon. Voilà, je me levais du quartier Lem. Je marchais jusqu'en zone industrielle pour aller chercher du boulot, à fabriquer les chaussures en plastique. Lorsque j'ai un de mes amis qui m'a appelé, qui m'a dit, mais monsieur Cissé, venez m'accompagner à l'aéroport parce que je vais en France. J'ai trop de bagages. À 4 heures du matin, j'ai dit, mais tu te fous de moi. 4 heures du matin, l'heure à laquelle je suis prêt à aller travailler. J'ai dit, bon d'accord, tu me donnes 10 000, je t'accompagne. Effectivement, il est venu, il a garé son taxi. Il a dit, mais c'était pourquoi? Non, c'était mon transport retour. Ah, d'accord. Ah, comment je fais en retour si là, il part? Voilà. Donc, du coup, je suis monté avec lui dans son véhicule. Nous sommes arrivés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au GATL. C'était sur le couronnement présidentiel. Voilà. Et il était 4 heures du matin à peu près, 5 heures moins. C'est l'heure à laquelle le vol même devait être déjà en plein ciel. Et il m'a demandé de l'aider à lui faire monter ses bagages dans l'avion. Donc, le pilote Ognien et Franck Oufet, ils étaient tous arrêtés là. Et ils nous ont posé la question si on voyageait parce qu'on était en train de venir sur le Tarnac. On a dit oui. Donc, on est venus tous les deux. Il m'a dit aide à me faire monter, mais eux, ils n'ont pas entendu. Donc, on monte dans l'avion. On va tout à fait dans le fond. Et du coup, voilà. Je vois, on dit... Le pilote qui dit asseyez-vous, on décolle. Donc, du coup, moi, je n'ai pas réfléchi. Alors que vous étiez dans votre boubou voilà. Dans mon boubou, mais ouais, mais c'était quand même un beau boubou de prière. Ah, d'accord. Ah, mais oui, c'était pas aussi. Donc, j'étais dans mon boubou bien. Je me suis assis. Et je suppose que vous n'avez même pas eu le temps de faire la prière des 5 heures du matin. Ah non, là, on pense plus à ça. D'accord. On pense comment. Voilà comment arriver à destination. Donc, arrivé à destination, et j'étais vraiment content. Parce que j'étais content et en même temps, je regrettais un peu parce que je suis tombé dans une période de froid. Voilà, parce qu'on est tombé vraiment en plein hiver. Et puis bon, voilà. Alors, vous êtes dans l'avion décolle. Alors, en ce moment précis-là, qu'est-ce qui vous revient en tête? Vous quittez à la maison, la famille est là, ou vous n'avez pas averti quelqu'un? Ah non, la famille, j'ai dit, ceux-là, je suis sûr qu'ils ne vont pas crever. Moi, je vais aller voir ce qui se passe aussi de l'autre côté. donc, je vais voir parce que pour moi, c'était une opportunité. Voilà, donc je suis allé, c'était ma première fois de prendre... l'avion. Donc, je suis arrivé en Europe vraiment avec une grande joie. Et puis, bon, voilà. Et puis, bon, mais j'ai pas quand même duré là-bas. J'ai fait quoi, peut-être 1 an, 6 mois. J'étais un peu clandestin parce que il fallait... tout ce que je voulais, parce que je voulais avoir du travail. Je voulais forcément avoir du travail, mais impossible parce que, bon, tous les frais... Enfin, dans l'environnement où j'étais, c'était pas des gens qui voulaient travailler. Chacun faisait ses affaires, ils allaient faire leur business. Donc, moi, du coup, j'ai demandé à retourner sur Abidjan, mais avant de retourner, j'ai pris toutes mes assurances d'abord. Parce que la préfecture, j'avais pris la liste, ils m'avaient demandé de retourner, de prendre un visa. Comme ça, quand je reviens, on pourra me donner mon titre de séjour. C'est ça. Là, il fallait vraiment oser. Mais j'ai dit, si je suis venu, c'est que je peux revenir. Voilà. Donc, j'ai pris l'avion, j'ai fait un laissez-passer à l'ambassade et je suis revenu en terre natale.
Et j'ai essayé de contacter quelques autorités que je connaissais comme ça, entre guillemets, et on m'a fait un visa. On m'a donné un passeport de service. Et ce passeport de service aussi, j'ai été à l'ambassade pour prendre des renseignements, pour voir qu'est-ce qu'il faut pour avoir un passeport, pour avoir un visa américain. Et je suis tombé par coup de chance, il y a un monsieur qui rentrait, un diplomate qui rentrait, qui travaillait à l'ambassade, qui m'a fait rentrer parce qu'il m'a vu en train de discuter avec le gardien. Donc il m'a dit, bon, rentrez, et puis bon, voilà. Donc je ne sais pas si le monsieur l'a bien compris, si j'étais venu prendre un visa ou j'étais venu prendre des renseignements. Il a regardé mon passeport, il m'a fait asseoir, j'étais assis avec tous ceux qui étaient venus demander visa. J'ai attendu au moins près de 40 minutes, à peu près. Moi-même, il fut un moment, je doutais. Et donc, faut pas que vont appeler les militaires, faut dire, venez, il y a quelqu'un qui a un passeport de service ici, blablabla. Et après, on m'a appelé, je prends le passeport, j'ai 10 ans américains dedans. Waouh. Alors, M. Cissé, vous étiez à Paris, vous arrivez en Côte d'Ivoire pour prendre un visa américain. Pourquoi j'ai pas. Au fait, je voulais un passeport vert auparavant pour retourner en France. Et le monsieur m'a donné un passeport de service pour partir en France. Parce qu'avec le passeport de service dans le temps, tu pouvais retourner. Mais lui pensait que c'était le passeport dans la légalité pour partir avec un tampon dedans. Non, l'ambassade, la préfecture voulait forcément un visa français. Donc, du coup, on ne s'est pas compris. Mais dans l'incompréhension, j'ai eu un passeport de service qui m'a permis d'avoir un visa américain. Et j'ai été quand même voir la statue de la liberté. Je me suis bien baladé aux États-Unis, ça c'est sûr. D'accord. Et quand je suis revenu des États-Unis, j'ai fait un passeport ordinaire, comme on dit. Et la présidence encore m'a donné comme ça. Avant même que je sois aujourd'hui avec eux, le monsieur m'a fait un passeport vert avec un visa normal. Et je suis retourné en France. Et quelques mois, faut compter 6 mois après. Parce que les autres 6 mois, j'ai vraiment traîné en France et aux États-Unis. Voilà. D'accord. Alors, monsieur, comment s'est passée votre vie lorsque vous arrivez à Paris pour la première fois? Quelle a été votre appréhension? Vous arrivez à Paris avec cette fraîcheur-là. Est-ce que ça a été facile pour vous d'avoir du boulot? Bon, quand je suis arrivé, la première des choses, tout ce qui me passait dans la tête, c'était d'avoir d'abord mon récépissé. Tout de suite. Et j'ai eu encore là de la chance. Voilà, je suis tombé sur une arabe. Voilà, on s'est mélangé entre nous. Après, elle m'a aidé. J'ai eu mon récépissé, j'ai eu mon titre de séjour. Et j'ai eu ça le 5 décembre. Un 5 décembre, je me rappelle bien, on m'a donné. Et puis le 12 décembre, j'ai eu le travail sur l'aéroport de Paris. ADP m'a appelé, je travaillais sur l'aéroport de Paris. J'ai encore mes cartes même de l'aéroport de Paris. Voilà, donc j'ai fait 11 ans sur l'aéroport de Paris. 11 ans sur l'aéroport de Paris. Charles de Gaulle. Voici Charles de Gaulle. Voici. D'accord. Alors, monsieur Cissé, vous vous considérez comme un chanceux ou quelqu'un qui a beaucoup respecté ses parents ou celui qui a de la baraka? J'ai de la baraka, si vous voulez, mais c'est vrai que aussi j'ai la bénédiction de mes parents, parce que j'ai toujours respecté mes parents, et les parents aussi sont aussi fiers de moi, parce que je ne les ai jamais demandé d'aide. Ils ne savent pas comment, mais ils ne savent pas que c'est par les prières aussi que je m'en sortais. Mais aussi, il fallait que moi aussi, je me battais aussi dans la vie, parce que la chance ne vient pas tout seul. C'est comme au jour d'aujourd'hui, je vois des gens qui disent... Dieu va nous aider, ok, il n'y a pas de problème. Mais ils oublient quelque chose. Tu dors à la maison, tu ne vas même pas le voir. Parce que comme toi, comme ça, il y a 1 million dans la terre. Il faut que toi-même, tu te donnes la chance. Il faut que, voilà. Lui, il bénit ce que toi, tu fais. C'est ça.
Mais si tu es fainéant, comment tu veux que le Tout-Puissant... Voilà, c'est ça le problème. Moi, le conseil que je donne, c'est vrai que j'ai eu un peu de chance, je ne dis pas 100%, parce que moi-même, je me suis donné, je travaillais dans des températures de moins 15 degrés, parce que souvent, on faisait du 3 à 8. Moi, je travaillais dans la nuit souvent. La nuit, mes frères européens qui sont là-bas, ils savent qu'en hiver, la nuit, c'est insupportable. Tu as personne dehors. Même s'il neige pas, tout est gelé dehors. Nous, je travaillais la nuit sur l'aéroport de Paris. Je surveillais les pistes pour ne pas que ça gèle jusqu'au matin, jusqu'à ce que les premiers avions atterrissent. Je l'ai fait. Pendant combien de temps je travaillais, mais vraiment dur. Et après, ils m'ont vu, ils ont vu que je me donnais, on m'a envoyé après faire des formations à Toulouse, chez Airbus. Tout ça, je l'ai fait. Vous voyez? Donc, Dieu merci. Mais, au fait, c'est un défi que je me suis lancé. Je me dis que je n'ai pas fait des grandes études, parce qu'il ne suffit pas de faire des grandes études pour pouvoir réussir. Voilà, tu peux ne pas aller à l'école comme moi. Voilà. Et puis bon, se battre, acquérir quelques expériences professionnelles. Et puis voilà, après vous projetez. D'accord. Alors, Monsieur Cissé, à vous écouter, on a comme le sentiment que l'école de la vie peut propulser une personne à un haut niveau. Oui. Moi, je pense que c'est le code de la vie qui m'a mis de l'avant, qui m'a vraiment mis de l'avant, parce que j'ai vu que je pouvais me battre. Parce que moi, je dis au jour d'aujourd'hui à mes frères européens qui sont tous assis en Europe, qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. L'Europe, ce n'est pas l'avenir. L'Europe, on peut aller acquérir une intelligence, réfléchir, voilà, avoir un métier, mais l'avenir, c'est l'Afrique. Moi, je vous dis, j'ai tout lâché, j'ai encore mes fiches, je paye. On peut reprendre un autre rendez-vous, je peux montrer à tout le monde. J'avais près de 4500 € de salaire. Mais étant là-bas, je n'ai pas construit chez moi ici. Parce que bon, on a des frères et sœurs. Il y a des problèmes, il y a des cousins, il y a les trucs, il faut dépenser. Voilà. Je suis rentré chez moi. J'ai tout lâché. J'ai dit, bon, écoute, moi je rentre à Abidjan. Je vais me battre ici. Et Inch'Allah, je vais m'en sortir. J'ai commencé ici pour partir. Je vais terminer ça ici. Et Dieu merci, je suis rentré depuis 2018. Au jour d'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'emploie 400 employés à peu près. Je travaille avec les plus grosses structures de la place. L'État, PFO Africa, Bolloré, Côte d'Ivoire Énergie, PCAO, ainsi de suite. D'accord. Et avec le temps, je vais me projeter encore vers Dakar, vers le Gabon, tout. Il était le Covid, tout ça c'était fait. Donc c'est pour dire à nos frères qu'on peut s'en sortir même chez soi. Ici, la Côte d'Ivoire, c'est une mine d'or. Il y a de quoi faire ici. D'accord. Alors, je rappelle aux internautes que vous avez la possibilité de nous envoyer vos commentaires via les différents contacts que vous avez au bas de votre écran. Et déjà, nous avons des commentaires qui nous parviennent. Alors, Monsieur Cissé, un internaute nous dit ceci. On se situe en quelle année lorsque vous jouez au foot? Lorsque vous jouez au foot, vous étiez avec le coach Ben, c'était à peu près en quelle année? Oh, ça, en tout cas, le cerveau, je crois que juste... Quelle année? Oh là là. Il y a vraiment longtemps. Ah oui.
Ouais, je crois. Je tourne dans les années 87, 88, 85, 86 à peu près. D'accord. Ouais, oui, c'est dans ces périodes. Ouais. D'accord. Alors. J'étais au Rail Football Club. Oui. Ouais, après, bon, j'ai été un peu partout. C'était l'équipe d'Anyama? Non, le Rail, c'était l'équipe de l'Aran. De l'Aran. Oui, après, j'ai été un peu au Dîner. Oui. Voilà. J'avais eu une promesse là-bas. Après, j'ai vu que c'était pas trop ça. Ouais. Après, je suis revenu au Rail. Du Rail, j'ai tenté un peu à l'Africa. Voilà. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, je rappelle que l'équipe d'Anyama, c'était le Ria Sport d'Anyama, dans le temps. Le Rail, le Rail Football Club. Non, je parle de l'équipe d'Anyama dans le temps. Ah oui. C'était le Ria Sport d'Anyama. Ah oui, le Rio, mais moi... C'est différent du Rail. Ouais, voilà. D'accord. Alors, autre question, Monsieur Cissé. Les internautes nous demandent, votre ami avec qui vous avez voyagé, qui était-il pour voyager dans un gouvernement présidentiel? Qui était-il? Bon, on savait comment ça voyageait dans le temps. Voilà, on va pas relever tous les secrets ici. Voilà, donc parce que devant l'autre il y a l'autre et puis bon voilà. Donc il avait son passeport diplomatique et puis bon voilà. Voilà, son identité, ses manchins, tout ça. Voilà, ça reste. Hein, je suis désolé, je ne veux pas relever ces. Voilà. D'accord. Autre préoccupation, Monsieur Cissé. Oui. Un internaute nous demande comme ça. Est-ce que vous avez prémédité ce voyage-là sur l'Europe? Est-ce que vous avez une fois pensé que vous partirez en Europe? Non. Un pur hasard. Non, je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais même pas à ça. J'étais carrément reposé chez moi. Je pensais comment le matin aller laver et aller à l'usine pour aller faire mes chaussures en plastique. Et puis bon, voilà. D'accord. Autre préoccupation, M. Cissé, comment est-ce que les gens ne se sont pas rendus du tout du fait que vous ne fassiez pas partie des passagers? Vous montez dans l'avion, dans la soute, avec les bagages, et on ne se rend pas compte. Non, c'est un groupement présidentiel. Voilà, le vol présidentiel, même, je vous fais savoir, même à l'arrivée, il n'y a même pas de contrôle. Il n'y a même pas de contrôle, même à l'arrivée. On fait une liste, voilà, il y a une liste où on met les noms, blablabla, mais c'est que ce jour-là, nous étions les derniers passagers. Tout le monde était assis dans l'avion. Ils avaient une liste. Mais comme déjà, ils savaient que ces personnes... Et ça encore, je pense qu'il y avait une personne même qui a même raté l'avion, qui pensait que c'était moi qui étais ce dernier. Wow. Il y avait une personne qui n'était pas là, qui est venue même en retard, parce que ça a été vérifié dans la liste, parce que quand on a décollé de Agadir, parce que d'ici, de Port-Bouin, on est allé au Maroc. Au Maroc, on a décollé, et c'est dans l'avion qu'on faisait le contrôle maintenant, prendre le passeport pour inscrire sur la liste, pour donner à la douane là-bas, parce que les douaniers, à l'arrivée, on va directement dans le pavillon présidentiel, et les voitures de l'ambassade viennent, et puis voilà. Pas de police, pas de contrôle, rien du tout. Voilà. C'est le pilote qui dépose la feuille de la liste des passagers qu'on dépose à la douane. Basta. Donc, je pense que c'est comme ça. Ils ont cru que c'était les derniers parce que personne n'allait jouer à ça, aller monter dans un vol présidentiel. Il faut vraiment oser. C'est cela. Voilà. Il faut avoir de la baraka. Ah, voilà. Alors, M. Cissé, c'est vrai, vous débarquez à Paris pour la première fois. Alors, comment s'est passé le logement? On sait que beaucoup de jeunes Africains partent en Europe. Ils ont du mal à avoir un toit pour pouvoir dormir. Oui. Vous arrivez pour la première fois, vous ne connaissez personne en Europe. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous étiez logé? C'était vraiment une galère parce qu'on était logé par un ami qui nous a attendus, Oscar Yalé, père à son âme au jour d'aujourd'hui. Franchement, que Dieu l'accorde sa grâce. C'est lui qui nous a recueillis dans son grenier. On était dans même pas 9 mètres carrés, une petite chambrette.
comme on peut dire. Et nous étions près de 7. Ce jour-là, j'ai vu le lit le matelas de Oscar. J'ai dit, bon, c'est lui seul. C'est normal, parce qu'il était tout petit, comme ça. J'ai dit, ah, ça, nous, c'est sûr qu'on va dormir par terre. Ça, je voyais ça déjà. J'ai dit, on va dormir par terre. D'accord. Après, quand Oscar est venu, vers minuit, parce qu'il faisait de la plonge, je ne sais pas où, et nous étions là, il a dit, bon, écoutez, les mecs, vous allez dormir assis, hein, parce que, bon, la maison n'est pas grande, vous-même, vous avez vu, et demain, on va voir. J'ai dit, ok. J'ai dit, moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai dit, bon, dormir assis, ça va, mais il faisait très froid dans la maison du monsieur. Vers 1h, 2h du matin, il y a 4 bonhommes qui s'amènent. Costaud! Il me dit, monsieur, vous là, allez, levez-vous là. Je dis, mais pourquoi on va se lever? Il dit, vous venez chez les gens, dans une petite chambre. On était 7. Mon tuteur, plus le monsieur qui nous a hébergés, plus les 4 qui sont arrivés. Wow. Si tout ce que vous voulez, ce jour-là, on a dormi debout. Jusqu'au petit matin. Et ça, il fallait le faire. Il fallait le faire. Et au petit matin, les fameux 10 000 francs que j'ai pris avec le monsieur. Depuis Abidjan. Depuis Abidjan, j'ai trouvé un foyer. Je me suis renseigné est-ce qu'on peut échanger ça, parce qu'il y avait un petit café à côté. J'ai été me renseigner. Ils m'ont dit, allez-y tout droit, il y a un foyer malien devant. Vous pouvez échanger ça là-bas. Je suis allé échanger les 10 000 francs CFA qui m'ont fait 10 francs. J'ai acheté une baguette, j'ai acheté une recharge et j'ai appelé ma grande sœur aux États-Unis qui a fait venir son ex, le père de son fils, qui est venu me chercher pour me ramener dans le 93 à Saint-Denis. Et ce dernier était à Paris? Ce dernier aussi, il habite Paris, enfin pas Paris, il habite Saint-Denis, l'Île-de-France, mais il travaille à Saint-Étienne. Donc lui, il ne vient que les samedis matin ou vendredi soir très tard ou samedi matin, il vient et dimanche soir, il repart. Donc c'est lui qui est allé me chercher à l'adresse indiquée dont je l'ai communiqué au téléphone, dans le 11e à Paris, et qui m'a ramené à Saint-Denis dans son appartement. Et il a appelé sa copine pour dire, bon voilà, c'est mon ex-beau, je vais te donner un peu de sous, prépare ce qu'il veut, machin, et puis il m'a dit, bon, c'est toute la maison à toi, tu restes là, voilà, on se voit le samedi prochain. En ce moment précis, qu'est-ce que vous ressentez? Ah non, j'étais au paradis. Ah oui, il m'a montré comment couler le bain, tout ça. J'ai appelé les gars, j'ai dit, venez. Là, je suis maintenant en France, là. Sinon, là, je n'étais pas encore arrivé en France. Ouais, mais là, franchement, c'était bien. C'était vraiment bien. D'accord. Alors, monsieur Cissé, entre votre séjour ici, je vais dire à Paris, et le séjour aux États-Unis, et si on vous demandait de faire un choix entre les deux séjours, quel est le séjour qui vous a le plus marqué? Pourquoi je suis revenu? Je voulais voir quand même comment étaient les États-Unis, parce que ce n'était pas ma destination. J'étais à Washington, d'ici à Missouri Avenue. Voilà, c'est la bonne terre. Et on a fait, quand je suis arrivé, on a fait quoi? Peut-être 5 mois après, on a déménagé à Hamilton Street. Donc nous étions toujours à Washington. J'étais chez ma grande sœur et je n'ai pas vraiment aimé. C'est la souffrance totale. Les gens, comme on dit, sont obligés de se jeter à l'eau pour pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi, quand je me renseignais sur chaque personne, mon chien, moi j'ai fait 7 ans, je n'ai pas encore mes papiers, moi j'ai fait ceci. Et même ma grande soeur elle-même, avant qu'elle ne soit américaine, elle a eu sa nationalité américaine il n'y a que 1 an ou 2 ans, non, 1 an et demi ou 2 ans ou plus. Elle était là-bas depuis 89. Vous voyez ce temps. Et quand je regarde comment les gars y vivent,
Franchement, c'est l'Europe est mieux. Ouais, non, même si tu as ton, comment on appelle ça, tu as ton titre de séjour, tu as ta green card, c'est pas dit que tu vas, ils n'ont pas la sociale sécurité comme en France. Même si en France, si tu arrives en Europe, il suffit de prouver que ça fait 3 mois que tu es là, tu as l'aide médicale. Tout de suite. Dès que tu peux, on peut te soigner. Là-bas, même avec ton titre de séjour, c'est compliqué. Franchement, je ne pouvais pas rester. J'ai dit à ma grande soeur que je vais aller en France parce que j'ai vu la France déjà. Je vais aller en France, la France est mieux pour moi. C'est pourquoi je suis revenu sur Abidjan. J'ai fait cadeau du passeport à quelqu'un. J'ai donné le passeport. J'ai pris mon passeport vert. J'ai mis un visa. Je suis reparti. Mais au jour d'aujourd'hui, là, ma soeur, elle est rentrée, elle aussi définitivement. J'étais avec le coach Ben là-bas. Elle est rentrée définitivement. J'ai encore mes petites soeurs, mes liens sont tous aux États-Unis. Sauf j'ai une jeune soeur qui est derrière, qui me suit, qui est avec moi en France. Voilà, donc c'est nous qui avons fait le bon choix. On est là-bas. Et puis bon, voilà. Et Dieu merci, je suis retourné, ça va. D'accord. Alors, M. Cissé, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir en Côte d'Ivoire et entreprendre? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, parce qu'au fait, bon, je venais, je repartais. Je faisais des va-et-vient quand j'étais encore en fonction en France. Voilà, quand je venais, je sillonnais un peu, je regardais ce que je pouvais faire. Surtout dans le métier que j'exerçais en France, je me suis dit, mais attends, ici, les gars, ils ne font pas ça, ils font un peu olé olé. Je dis, non, non, c'est pas ça, je peux faire quelque chose, Lamine. Tu peux faire quelque chose. Voilà. Donc, et après, j'ai été voir mon directeur général, M. Jean Pacardi, qui est le directeur général de l'aéroport de Paris, qui n'est plus aujourd'hui, et qui a démissionné. Voilà, il n'est pas mort, pardon, s'il me voit, coucou. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu veux, si tu vas en Côte d'Ivoire pour aller travailler chez toi, tu as ma bénédiction. Mais je ne vais pas te virer, je vais te faire une rupture conventionnelle parce que tu vas nous manquer, nous, ici. Et non, honnêtement, je me suis bien donné parce que ils n'ont pas pu me remplacer. Ah ouais, parce que je me suis bien investi en France, ils n'ont pas pu me remplacer. Ils ont eu des gens qui ne font pas le multiservice que moi, je leur donnais, la qualité de travail que je leur donnais. Jusqu'à présent, ils n'ont pas. Même là, j'ai encore des propositions, mais je suis encore là. J'irai peut-être après le Covid à le regarder, mais peut-être dans mes vacances, signer un contrat d'un mois, le temps que je reste, leur donner un coup de main, et puis je reviens. Mais ce qui m'a motivé, c'est parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire ici. Beaucoup de choses, hormis le métier que j'exerçais, que j'ai en ce moment, et que les frères et sœurs disent qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses à acquérir dans ce pays-là. Moi, je ne connaissais pas le pays. J'ai fait plus de 30 ans. Mais quand je venais hors de ce pays, je regardais, je repartais. Mais il y a trop de choses à faire. J'ai monté la structure. J'ai aussi créé le dépannage Orange parce que j'ai vu que les câbles électriques, ça pendait. Et les armoires électriques, à chaque fois qu'on dit non, il y a l'armoire qui n'est pas bon, les machins. J'ai créé un service technique Orange. Et c'est ces personnes-là qui vont dans toute la Côte d'Ivoire, qui font des dépannages Orange. D'accord. Alors, M. Cissé, les questions continuent de pleuvoir sur l'œil d'Abras Média. Une question, il y a des personnes qui vont en Europe ils font des petits travaux et ils viennent construire en Côte d'Ivoire. Alors que vous, comme vous l'avez dit, vous êtes parti en Europe, mais vous n'avez pas investi en Côte d'Ivoire. Pourquoi?
Est-ce qu'il y avait une raison à cela? Ouais, parce que, si vous voulez, je suis beaucoup famille, ok? Voilà, je suis beaucoup famille parce que j'ai beaucoup expédié de l'argent pour aider la famille. Certes, je pouvais mettre de l'argent de côté, voilà, mais j'ai mis un peu de côté pour moi, pour mes besoins sur place, comme on dit, les dépenses imprévues. Il y a ça, mais j'avais trop de problèmes parce qu'il fallait aider à chaque fois les ordonnances, les machins, ça descendait. Mais bon, c'est ce qui est fait que tout de suite, je n'ai pas pu arrêter. Mais par contre, j'ai acheté 2 terrains. J'ai acheté 2 terrains. Je les ai achetés même il n'y a pas longtemps, en 2016. Voilà, j'ai acheté les 2 un coup et j'ai resté comme ça. Donc, mais comme déjà à partir de 2014, ça avait commencé à titiller un peu dans ma tête qu'il faut que tu rentres, Donc, je me suis dit que le moment viendra, je vais rentrer, je vais construire mes trucs. Voilà. Donc, un jour, j'en avais marre, comme ça. Peut-être que les gens ne vont pas me croire. Je suis rentré à Abidjan avec 800 €. Waouh! Je suis rentré à Abidjan, j'avais 800 € dans la poche. J'ai mes enfants en France. L'argent qui était en France, je les ai laissés pour pouvoir s'occuper des petites dépenses qu'ils avaient. Mais est-ce que ce n'était pas trop risqué en venant avec 800 € en Afrique? Je ne sais pas, mais je me suis dit que honnêtement, je n'allais pas galérer avec l'expérience que j'avais, avec ce que j'ai comme métier. Déjà, j'avais des offres. Il y avait certaines sociétés de la place ici qui voulaient m'avoir comme le manager. Voilà. Donc, et je suis tombé sur une dame que j'ai trouvée gentille, franchement, qui était vraiment sympa, et j'ai préféré rester avec elle. Donc, j'ai repris sa société à zéro. Et aujourd'hui, on est quasiment presque une multinationale. Wow. D'accord. Alors, autre préoccupation des internautes, M. Cissé. Alors, on dit que, c'est vrai, certains Ivoiriens disent que l'argent circule, on ne voit rien, vous arrivez et tout marche pour vous. Comment est-ce que vous expliquez cela? Non, ils confondent un peu. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser l'État là où ils sont. L'État ivoirien, ils ont leur manière de gérer leur business. Voilà. L'argent circule. C'est l'État qui veut pas sortir son argent pour jeter à n'importe comment. Parce qu'avant, pour moi, je dis, les choses, genre le Ferrari, les Range Rover, tout ça, tu peux t'acquérir une Range Rover si toi-même tu te mets au travail. Moi, je suis venu, je n'ai pas compté sur l'État ivoirien. Je n'ai pas compté sur papa, je n'ai pas compté sur maman, j'ai compté sur mon expérience. L'expérience que j'ai acquérie en France, je suis venu, j'ai mis ça en exécution. Voilà, donc je me suis cherché des marchés, j'ai fait des tests. Parce que, au fait, ici, ils aiment tout ce qui est bling-bling. Et c'est que nos frères oublient. La majorité des dirigeants au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les grandes sociétés, c'est des jeunes qui ont fait le rhum comme nous. Hein. Donc, ils veulent tout ce qui est... Parce que j'ai un peu sillonné. C'est des gens qui veulent le travail bien fait, bien fini. Tu fais un travail bien fini, il te donne. C'est vrai qu'il a envie de donner à son frère, mais son frère, il ne sait pas le faire. C'est cela. Lui aussi, on attend de lui un résultat. Donc, tu lui montres un travail de qu'on appelle ça, de qualité, il n'y a pas de raison qu'il ne te rappelle pas. Voilà. Parce que il s'est tapé la face plusieurs fois contre le mur, il n'a pas... Et du coup, il trouve quelqu'un qui peut résoudre son problème. Moi, je tombe sur quelqu'un qui résout mon problème. Mais voilà, vous avez un véhicule
vous donnez à tel mécano. Demain, tu rentres à la maison, le lendemain, tu repars. Vous tombez sur une autre personne qui te fait pendant 5 mois, tu ne vas pas le voir. C'est nickel. Si vous tombez en panne, vous allez voir qui. Même si, bref, le mec, celui qui te fait réparer ta voiture, chaque matin, tu retournes le voir chaque matin avant d'aller au travail, même si c'est votre frère, ça ne va pas vous arranger. C'est cela. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est ça. Il faut que les gars se mettent en tête qu'ils n'ont qu'à oublier de dire l'argent, ce que l'on ne voit pas, ça, c'est l'argent du gouvernement. Moi, je prends l'argent dans le gouvernement. Ils peuvent mettre 12 mois sans me payer. L'année dernière, ils ne m'ont pas payé pendant 12 mois. J'ai 54 agents qui travaillent à la cité financière. Pendant 12 mois, j'ai payé 54 agents avec les fournitures, avec tout ce qu'on veut. Janvier 2019, ils m'ont fait mon crochet. Pour moi, c'était de l'argent à côté. C'était de l'argent en banque. Je sais qu'ils vont me payer, mais ils m'ont payé la totalité. Et ils m'ont reconduit. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Il ne nous emmerde pas. Il fournit, il fournit toujours du matériel. Les gens font du bon boulot. Personne ne se plaint. Le Covid, j'ai pris, quand il y a eu le Covid, l'État ne m'a pas financé. Je désinfecte chaque matin. Partout, je fais les désinfections, les centres désinfectés, c'est moi qui m'en occupe. Les machins, c'est sûr, il y a plein de choses. Je n'attends pas. Mais quand l'État me paye, cet argent que je récupère, la BCAO, le Côte d'Ivoire Énergie, et ainsi de suite, je fais de cet argent une bonne gestion. Je n'achète pas des Range Rover. Parce que c'est du martyr, ça ne sert à rien. Et c'est maintenant, comme on avait parlé au début, c'est maintenant que je suis en train de construire ma maison. Voilà. Vous assurez vos arrières. Quand vous savez que vous êtes bien assis, maintenant vous pouvez sortir de l'argent pour faire ceci, doucement, doucement. Voilà, comme ça. D'accord. Alors, M. Cissé, nous sommes à quelques encablures du terme de cette émission spéciale sur le Labras Média. Oui. Alors, que pensez-vous de cette jeunesse-là qui va en Europe via la mer, parlant de l'immigration clandestine? Ouais, je pense que pour moi, ce n'est pas une très bonne idée. C'est parce qu'on les a pas bien conseillés. Pour moi, on les a pas, même s'ils partent en avion. L'Europe est dure. Ils sont là-bas, ils me regardent, ils peuvent pas dire le contraire. C'est très dur. Très, 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 très dur. À peine même on te paye, à peine même tu reçois même pas ton salaire, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et tu recommences. Et tu recommences. Chaque mois, tu ne fais que recommencer. Voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'embauche plus de jeunes parce que je les fais asseoir comme nous sommes assis. Et puis on parle. J'ai dit, mon frère, si je t'ai dit, donne-moi 2 millions pour aller en France, tu vas avoir cet argent. Pauvre, et dit oui. Allez faire quoi? Dis-moi. Les documents, tu ne vas pas les avoir au jour d'aujourd'hui. Le français, maintenant d'abord. Tu ne vas pas les avoir. Tu vas galérer. Et si tu ne fais pas attention, tu vas même faire un AVC. Parce que j'ai un pote à moi que je conseille de ne pas partir. Il est parti coûte que coûte. Il est parti tomber dans une embuscade. Il a fait un AVC, il est mort. Il n'a rien fait de sa vie. Il a tout perdu. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est de dire à nos frères, arrêtez de prendre l'eau. Essayez de réfléchir un peu plus. Vous allez vous en sortir. Avec 500 000 équivalent, si vous voulez 550 000, équivalent aux 800 € que je suis rentré avec, c'est pour dire que je ne suis pas rentré avec des millions. Je ne suis pas rentré avec des millions pour être assis là, au jour d'aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas rentré avec des millions. On a mes frères qui sont sur place là-bas. Votre expérience a quand même un peu augmenté. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes super intelligent. Avec l'expérience encore que vous avez acquis en Europe,
en côtoyant les Blancs, les regarder, les savoir-faire, les Manchins, c'est une expérience encore un peu plus élevée par rapport aux locaux. Venez, vous allez vous en sortir. N'écoutez pas les gens. Il faut que les gens vont dire ceci, ils vont dire cela. Vous pouvez vous en sortir. Je suis la preuve. Je suis la preuve. Je suis parti en France avec 0 francs. Je suis retourné à Abidjan avec 0 francs. Je suis chef d'entreprise. Quel est le plus grand rêve de M. Cissé aujourd'hui? Mon plus grand rêve, c'est continuer de faire grandir Ultranet Cité. Voilà. Mon plus grand rêve, c'est de faire plus d'embauches. Plus d'embauches. Et puis, voilà. Et puis un jour, voilà, comme on dit, on est tous des mortels. Hein, on partira, mais on dira que cette société, elle était déjà morte. Voilà, c'est un tel qui a fait. Pour moi, c'est un défi que j'ai relevé à la... comment on peut dire ça? Au niveau de la nation, vous avez relevé un défi pour les générations futures. Voilà. En tout cas, les jeunes, battez-vous, ne vous découragez pas. C'est pas facile. Voilà. Et puis, bon, moi, je pense que chacun a son bonheur, mais il faut savoir saisir ça. On a tous de la chance. Voilà. Même si c'est pas pareil, voilà, c'est comme les 5 doigts de la main. Chacun a son petit métier. Hein. Voilà. Chacun a sa force. Voilà, donc il faut qu'on essaie de se battre. D'accord. Un dernier mot? Oui. Avant de nous quitter? Merci. Quel est votre message à l'endroit de toute cette jeunesse-là? Surtout aux jeunes de la commune d'Adjamé. Vous êtes partis? Voilà, les jeunes de la commune d'Adjamé, en tout cas, je vous aime bien. Et que battez-vous. Voilà, vous avez un fils digne qui est là aussi, un frère. Voilà, qui s'est battu, qui est parti d'Adjamé. Voilà, et puis aujourd'hui qui continue de se battre, qui est en train de faire la fierté de la commune d'Adjamé. Voilà, je vis un peu caché parce qu'on ne me connaît pas beaucoup. Voilà, mais je tiens à vous dire qu'il faut que vous vous battez. Ne baissez pas les bras. Il y a de quoi faire dans ce pays. Ce pays, c'est une mine d'or. Je continue de créer des petites structures. Pourquoi pas vous? Voilà, je veux que vous fassiez la même chose. Tout ce que vous allez mettre votre cœur dessus en attrapant ce que vous voulez faire, ça va marcher. Après, il faut améliorer. Parce que quand on crée une structure, dans cette structure, il faut l'améliorer. Voilà, apporter des modifications, apporter plein de design dans ce que vous faites. Vous allez voir que vous allez grandir, mais très 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 vite. Voilà. D'accord. Monsieur Cissé Lamine, merci. Merci. La chance, la bénédiction, l'opportunisme sont des facteurs qui nous suivent souvent dans la vie et nous ouvrent des portes. L'histoire de celui que nous recevions aujourd'hui est tout à fait atypique. C'est dire que la chance, le hasard et le réalisme cohabitent souvent. Merci de nous avoir suivis. Merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, certainement, avec une autre personne. C'est la vie. Au revoir. Merci.